Bonjour à tout le monde. Comme chaque année, ce premier cours est un moment un peu particulier. C'est une aventure qui commence sur une histoire qui va durer sur 6 séances. Alors c'est une histoire qui est d'une très grande complexité, très riche. Je ne pourrais pas parler de tout ce qui peut ressortir de ce domaine très large. Et en même temps, comme vous le savez, et comme chaque année, je vais m'appuyer sur un certain nombre de conférenciers extérieurs qui vont, à la suite du cours, faire des interventions pour illustrer certains aspects du propos. Bon, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème cette année, c'est non seulement parce que un certain nombre d'activités du laboratoire, notamment dans la manipulation des enzymes, beaucoup plus d'ailleurs que des micro-organismes, et là-dessus, je ne serai certainement pas le spécialiste à qui il faut s'adresser pour avoir des informations pointues. Mais en même temps, finalement, des chimistes qui travaillent à l'interface de la chimie et de la biologie, il n'y en a pas tant, et au laboratoire ici, au Collège de France, dans notre laboratoire, donc ce sont des concepts qui sont développés non seulement théoriquement, mais en pratique, avec un travail sur des systèmes enzymatiques qui font des transformations complexes et qui peuvent avoir des applications dans le domaine des biotechnologies. Bon, c'est aussi, vous allez le voir, on va parler d'ingénierie enzymatique, d'ingénierie métabolique, on va parler de biologie synthétique. Ce sont des termes qui sont aujourd'hui très discutés dans la perspective d'une nouvelle économie soutenable, verte, etc., dont on dira quelques éléments. Et donc je crois que c'est important que, à la fois les chercheurs et le public, d'une manière générale, s'imprègnent de toutes ces nouvelles idées. Alors comme vous allez le voir, elles sont que relativement nouvelles. En réalité, on change souvent les noms pour appeler des choses qui existent depuis pas mal de temps, même si bien sûr il y a des choses nouvelles en termes notamment de technologie, d'aspects pratiques. Alors, bon, vous avez vu l'affiche, donc en 6 cours, on ne peut pas tout traiter. Il y a une tendance que vous verrez qui fait que je vais plus particulièrement m'intéresser au système enzymatique, parce que c'est ma culture, donc beaucoup plus que de microbiologie industrielle, par exemple. Et donc, cette année, on verra certains développements avec certains systèmes enzymatiques. J'en profiterai pour, disons, aussi faire de la chimie, de la biologie structurale, de la chimie, des mécanismes qui sont évidemment la base pour construire ensuite des systèmes sélectifs, productifs pour des développements industriels. Voilà, donc ce premier cours, c'est évidemment une introduction où je vais vous définir un certain nombre de termes, où je vais montrer un peu une petite histoire de ces biotechnologies et essayer de vous montrer où on va aujourd'hui dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail. Et je suis très heureux d'être suivi par Philippe Marlière, qui va nous faire donc un séminaire ensuite, qui est un grand promoteur de la biologie synthétique, je crois, et qui a fait des tas de choses dans sa carrière, et y compris, je dirais, de choses très fondamentales jusqu'à des applications qui se traduisent par des créations de compagnies de biotechnologie. Donc, je suis très heureux d'avoir Philippe Marlière avec nous aujourd'hui. Alors, quelques définitions et quel est le cadre dans lequel on va travailler. Alors, il y a toutes sortes de définitions des biotechnologies, mais je dirais qu'il s'agit essentiellement d'étudier
de transformer aussi, bien sûr, et d'exploiter des organismes vivants. Alors là, c'est micro-organismes, mais pas simplement, et aussi tous leurs composants biologiques moléculaires, et en ce qui me concerne plus particulièrement les systèmes enzymatiques qui catalysent les réactions présentes dans la cellule, pour développer des procédés industriels destinés à la production de connaissances, de biens de service. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans une recherche qui doit être, c'est étudier, c'est de la recherche fondamentale, mais il y a vraiment un objectif d'application. On travaille pour vraiment aboutir à des procédés industriels. Alors, évidemment, cette définition très large peut s'appliquer à un très très grand nombre de domaines. Évidemment, dans le domaine de l'alimentation, plantes génétiquement modifiées pour la consommation humaine et animale, micro-organismes pour tout un tas de produits de l'alimentation, pain, bière, yaourt, etc. Et là, il y a tout un tas de technologies de génie enzymatique qui interviennent. Évidemment, la santé, je donne quelques mots-clés, si vous voulez, organes bioartificiels, production de vitamines, anticorps, hormones, protéines recombinantes. C'est le cas aujourd'hui avec l'insuline, avec l'interféron. Enfin, plus difficile, thérapie cellulaire et génique. Et donc, c'est tout le domaine des cellules souches, du clonage thérapeutique, etc. Le domaine de l'environnement n'est pas absent, bien sûr, puisque là, on a des applications dans le domaine de la dépollution, de la bioremédiation, de la biolixiviation, etc. L'énergie, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. On n'entendra rien cette année d'énergie. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce cours, je n'imaginais pas au début l'ampleur du projet. C'est immense, il y a des tas de choses. Évidemment, sur les aspects énergétiques, il y a énormément d'activités, de choses très très intéressantes, aussi bien avec les enzymes, avec les micro-organismes. Comme vous le savez, les enjeux sont majeurs en ce qui concerne l'arrivée des renouvelables pour remplacer les fossiles. Mais je n'en parlerai pas cette année, et je pense que l'année prochaine sera un cours qui continuera sur ce thème de chimie et biotechnologie, mais essentiellement dédié à la question énergétique. Et puis il y a toute la chimie, c'est-à-dire l'industrie chimique produisant tout un tas de composés chimiques et pharmaceutiques, polymères, médicaments, syntho, matériaux divers, évidemment peut profiter de ces développements. Alors, à l'intérieur de tout ça, il y a un aspect très particulier qui m'intéresse, c'est la catalyse. La catalyse est au cœur de cette démarche nouvelle de la chimie, qu'on peut appeler chimie verte, si vous voulez, qui pousse les chimistes à sortir de leur retranchement et d'aller vers l'invention de nouveaux procédés de synthèse en particulier et de nouveaux procédés où la catalyse joue un rôle important parce que c'est au centre de cette nouvelle chimie qui sera basée sur des solvants, des produits, des réactifs non toxiques, qui partira de substrats renouvelables par des systèmes d'activation, de valorisation du CO2, de l'eau, de l'hydrogène, du méthane, de la biomasse, enfin, etc. Évidemment, avec un souci de limiter les déchets dans ces nouveaux processus synthétiques, de limiter la dépense énergétique et effectivement de mettre en œuvre des réactions qui sont sélectives. Alors, la catalyse, de ce point de vue-là, les procédés catalytiques sont des procédés qui vont jouer un rôle et qui jouent un rôle central dans cette nouvelle chimie. Et c'est déjà le cas. Il y a énormément de procédés catalytiques dans l'industrie. Et quand je parle de catalyse, je parle à la fois de catalyse et de biocatalyse. C'est pour ça que ici, je considère une vaste échelle de catalyseurs potentiels qui vont d'enzymes, de catalyseurs bio-inspirés, de catalyseurs, enfin là, y compris avec de la chimie hétérogène, mais jusqu'au système vivant, micro-organismes et les composants de type enzyme.
Et tout ça va faire une nouvelle chimie qui a déjà démarré et voilà, qui va répondre à un certain nombre de problématiques liées à l'environnement, à l'énergie, à ce nouveau monde, disons, propre que nous essayons tous de construire. Alors, je l'ai déjà dit, mais en gros, pour simplifier, il y a deux types de systèmes de transformation de la matière dont on parle. Il y a d'une part les systèmes enzymatiques, là on est au niveau du moléculaire, et là on va parler à nouveau, j'inclus, vous voyez, quand je mets catalyseurs bio-inspirés, ce ne sont pas des enzymes, ce sont des enzymes, enfin ce sont des systèmes catalytiques créés par l'homme, mais que je mets là-dedans parce que ça a un contenu biologique au sens où ils sont issus d'une réflexion sur la structure et le fonctionnement des enzymes qu'ils copient. On peut parler d'enzymes artificielles, j'en parlerai, c'est les enzymes recombinantes, et évidemment, ça vient d'une vieille histoire où on sait maintenant, enfin depuis très longtemps, sortir des enzymes recombinantes de micro-organismes dans lesquels on a modifié quelques gènes, un gène, voilà. Et puis après, il y a le deuxième aspect, c'est le deuxième outil, ce sont ce que j'appelle les usines cellulaires. C'est toutes sortes de cellules qu'on peut soumettre à des technologies de biologie synthétique ou d'ingénierie métabolique, où là, on peut construire des micro-organismes tout à fait particuliers. Ce n'est plus un seul gène qui est modifié, c'est-à-dire un gène, par exemple, de production d'une enzyme, mais ça devient plus complexe. On est capable d'introduire dans ces cellules des métabolismes, je dirais, non natifs, au sens où on peut introduire dans une cellule un métabolisme d'une autre cellule, mais on peut aussi introduire des métabolismes, enfin une voie métabolique, par exemple, non naturelle, donc avec un certain nombre de manipulations dont j'aurai l'occasion de parler parfois. Et là, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir véritablement de nouvelles souches pour la production de carburant, par exemple, pour la synthèse de produits non naturels. Et puis après, on va beaucoup plus loin, et ça, j'en dirai évidemment quelques mots à la fin de cette introduction. On peut inventer des génomes complets et les introduire dans des cellules. Et là, ce sont des applications qui sont beaucoup plus, à la fois éloignées et en même temps plus riches. On peut parler, par exemple, de cellules minimales, de microbes thérapeutiques, de drogues vivantes, enfin, avec tout un tas d'applications pour ces cellules-là. Évidemment, tout ça est possible parce que tout au long de l'histoire et dans les dernières décennies, on a assisté à une vraie révolution dans la manipulation de tous ces objets. Du côté des enzymes, on est aujourd'hui en capacité de cribler à très haut débit tout un tas de nouvelles activités enzymatiques. On a les outils de la biologie moléculaire, de la biologie structurale qui sont devenus très puissants. On a des outils de modification des protéines à haut débit aussi. Je parlerai d'évolution dirigée. Du côté de la biologie synthétique, de l'ingénierie métabolique, évidemment, tous les génomes, toutes les capacités massives de séquençage et de synthèse d'ADN nous amènent, vous allez le voir, à construire des génomes synthétiques. La bioinformatique joue un rôle majeur, et puis la connaissance de plus en plus poussée du métabolisme cellulaire, de sa régulation, nous permet véritablement de modifier à très haut niveau les organismes. Et évidemment, on a à notre disposition une biodiversité fantastique de microbes et de micro-organismes à la surface de la Terre. On n'en connaît qu'une toute petite partie. Et donc là, il y a une très grande richesse et on a de plus en plus les outils pour analyser ces nouvelles souches. Et puis, l'industrie aussi joue son rôle dans ce développement. Il y a des développements industriels sur tout un tas de questions de régénération des cofacteurs, de stabilité des protéines en solvants organiques, sur l'immobilisation des enzymes, avec des visées d'application industrielle. Alors,
Juste une petite histoire pour voir comment les choses se sont développées. Alors, pour moi, il y a... Alors, évidemment, hein, ce domaine-là, comme je vous l'ai dit, il ne démarre pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que l'humanité utilise des organismes, sans savoir d'ailleurs que c'était des organismes au début, hein, des levures, pour faire du pain, des fromages, des boissons alcoolisées. Enfin, donc vous savez, ça date de l'Antiquité. Mais disons que j'ai envie de donner deux grands noms, de mon point de vue, qui jouent un rôle majeur dans cette histoire-là. C'est évidemment, d'une part, Pasteur, à la fin du XIXe siècle, enfin milieu du XIXe siècle, qui est sans doute celui qui permet le démarrage de la microbiologie industrielle, d'une certaine façon, en démontrant que les fermentations, les fermentations alcooliques, lactiques, etc., sont dues à l'activité de micro-organismes vivants. Et le deuxième grand nom, c'est Büchner, de mon point de vue, qui démontre que ces activités-là sont en fait dues aux enzymes, et c'est là qu'apparaît la notion d'enzyme. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les cellules sont remplies de ces macromolécules, ce sont des protéines pour l'essentiel, qui sont absolument indispensables aux réactions chimiques qui se développent au sein des cellules. À partir de là, vous voyez, c'est le début du XXe siècle, et là, on va voir défiler toute une série réellement d'applications de l'utilisation de ces micro-organismes et aussi d'enzymes. Quelques exemples, hein, il y en a un certain nombre, juste pour vous montrer un peu comment les choses se développent. Donc, y compris avec c'est pas uniquement dans des laboratoires académiques, hein, là, déjà, ce sont des entreprises. Vous voyez, ici, un mélange d'enzymes pour le traitement du cuir, la synthèse du mandélonitrile avec des extraits de plantes, la production biotechnologique d'acétone dès 1915 hein, en utilisant Clostridium acetobutylicum. Si je mentionne juste que Chaim Weizmann, qui a été à l'origine de ce travail, a été le premier président de l'État d'Israël. Et puis après, un certain nombre d'industries, voilà, Pfizer, dès 1930, produit de l'acide citrique par fermentation. Alors, un grand moment, c'est évidemment au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est un grand moment du développement de la microbiologie industrielle, c'est évidemment la production de la pénicilline, qui est un sous-produit donc, métabolique des champignons. Donc, vous voyez la structure ici. Et à partir de là, il y a un énorme développement de production industrielle d'antibiotiques, de vitamines, etc., etc. Ici, par exemple, la cortisone, des 50 par toutes ces boîtes. Alors, évidemment, on ne peut pas... J'ai parlé de Pasteur et de Büchner, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, de Watson et Crick. En 1953, dans ce papier de Nature, Watson et Crick montrent ce qu'est l'ADN, ce que sont les acides nucléiques, et la structure de l'ADN, et évidemment, c'est le départ de tout un développement fantastique de biologie moléculaire. Et là, à partir des années 60, c'est le domaine du génie enzymatique, une utilisation très importante d'enzymes. Bon, voilà quelques exemples ici. Et à partir des années 70, c'est vraiment la révolution de la biologie moléculaire. Et là, c'est au sens où c'est à ce moment-là qu'on devient capable de transformer des bactéries pour leur faire autre chose que ce qu'elles font d'habitude. On peut citer donc les travaux de Boyer-Cohen qui montrent qu'on peut transformer des bactéries par de l'ADN étranger et qu'on peut utiliser cette bactérie pour exprimer cet ADN en ARN et ensuite en protéines. Et c'est le domaine des protéines recombinantes. Ici, les articles publiés en 1972 au PNAS, donc c'est ce premier papier qui montre qu'on peut introduire de l'ADN étranger dans une bactérie et l'exprimer. Et ici, y compris eucaryotes.
Ici, c'est le travail de Stanley Cohen, en particulier, voilà, qui montre aussi qu'on peut répliquer et transcrire de l'ADN étranger. Ensuite se créent les premières boîtes de biotechnologie, enfin Genentech par exemple. Et puis ensuite, à la fin des années 70, c'est toutes les méthodes de séquençage de l'ADN. Maxime Gilbert Sanger. Donc, premier séquençage d'un génome, Sanger, c'est, vous voyez, un génome d'un petit virus qui fait un peu plus de 5000 paires de bases. Vous voyez, c'est publié ici en 1977 dans PNAS. Et à partir de là, séquençage d'ADN, transformation de bactéries, protéines recombinantes, c'est la porte ouverte vers cette vraie révolution de production de molécules complexes à l'échelle industrielle à nouveau, en utilisant donc des organismes de fait génétiquement modifiés. Et là, on part dans cette production industrielle de molécules de type insuline, hormones de croissance, interférons. Vous voyez, ce n'est qu'en... Donc là, on commence à rentrer dans une histoire qui est assez récente. Ça peut paraître loin, 30 ans, mais enfin, dans l'histoire de la biologie, c'est peu. Donc il n'y a pas si longtemps, si vous voulez prendre les choses de cette façon-là, que, par exemple, l'insuline humaine recombinante est commercialisée. Vous voyez, c'est 80, l'hormone de croissance, c'est 86. Et voilà, là aussi, quelques papiers extrêmement importants de cette histoire. On peut exprimer dans Escherichia coli, qui est un outil, comme je le dirais, de base pour les biotechnologies, on peut exprimer dans cet organisme des choses aussi complexes qu'une insuline humaine ou une hormone de croissance humaine. Les choses sont allées assez vite. Entre finalement la découverte de la structure de l'ADN, vous voyez, 53, Watson et Crick, et puis là, 30 ans plus tard, on est capable de faire des choses aussi complexes que ça. Dans les 30 années suivantes, il va se passer tout un tas de choses absolument fascinantes. En même temps, déjà en 80, ces exploits-là sont vraiment, ce sont vraiment des exploits, et en même temps, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas si différent que ça au niveau industriel. Ensuite, à partir des années 80, donc là, vous voyez, on commence à attaquer des choses très très complexes comme la transgénèse végétale, et la première plante transgénique, c'est 83, la première souris transgénique, c'est 1981. Et puis à partir de 95, alors là, c'est le déferlement de l'utilisation de toutes les technologies et puis leur amélioration pour séquencer des génomes de plus en plus grands. 95, le plus petit génome, vous voyez, 527 gènes d'un organisme. Tout à l'heure, c'était un virus. Hein. Vous voyez, là, on est à 500 000 paires de bases. Bon, 96, c'est la levure. 2000, on attaque vraiment des gros génomes. Et évidemment, l'apogée, c'est 2001, le génome humain. Évidemment, les technologies se développant, c'est de moins en moins cher de séquencer un génome, et donc ça peut se faire. Et puis, à partir de 2000, c'est une histoire que je vais un peu plus développer maintenant, c'est vers ce qu'on peut appeler la cellule synthétique. En même temps, vous allez le voir, c'est peut-être aller un peu loin de parler de cellules synthétiques pour le moment, mais gardons ce terme qui est assez excitant pour dire qu'est-ce qu'on a derrière. Alors, synthétique, ça veut dire qu'en effet, à ce moment-là, la chimie intervient. La chimie intervient pour la synthèse des génomes, et en 2003, c'est la synthèse d'un petit génome, à nouveau ce fameux virus, là, qui a 5000 bases. Et là aussi, ça va très vite, hein, puisqu'en 2008,
c'est la synthèse chimique d'un chromosome bactérien, Mycoplasma genitalium. Là, vous voyez, donc on est à 500 000, donc 100 fois plus. Et vous voyez que ce sont des articles maintenant très très récents, hein, c'est Science 2008. En 2010, c'est la synthèse chimique du chromosome de Mycoides, 1 million de bases. Donc là, c'est vraiment un exploit. Et comme vous allez le voir, ce chromosome peut être implanté dans un autre organisme. Et ça, c'est Science 2010. Alors, ce Science 2010 a fait énormément de bruit. Dans l'institut de Greg Venter, dont vous avez entendu parler, je n'ai pas la compétence pour rentrer dans le détail de la stratégie qui a été mise en œuvre. Je vais juste la résumer. Et en même temps, mon propos aujourd'hui n'a pas besoin de rentrer dans le détail de cela, mais c'est véritablement un génome synthétique, dans le sens où on part vraiment d'une synthèse d'oligonucléotides au départ. Vous voyez, donc là, ce sont des chimistes ou des machines de chimistes qui font la synthèse des oligonucléotides. Et puis après, il faut assembler ces oligonucléotides, et là, ce n'est pas purement chimique parce que la synthèse fait intervenir des organismes. En effet, une fois qu'on a synthétisé ces cassettes qui font 1000 bases et qui sont représentées ici et que vous ne voyez pas dans le grand génome, ces cassettes-là sont assemblées dans la levure par des mécanismes de recombinaison homologue pour produire ces acides nucléiques bleus. Et petit à petit, on passe d'assemblage de 1000 à 10 000, à 100 000 et à 1 million. Et voilà comment le génome se construit. Et, voilà. Et le génome final rouge est appelé génome synthétique. À nouveau, je le répète, parce qu'on part de quelque chose qui est non vivant, c'est un synthétiseur d'oligonucléotides qui reçoit des précurseurs qui sont achetés dans le commerce. Il n'y a aucun organisme vivant qui intervient ici, et ensuite l'assemblage se fait quand même à partir d'organismes. Ce qui a fait véritablement le buzz, comme on dit aujourd'hui, pour ce travail-là qui est absolument fantastique, c'est le fait que ce génome synthétique a pu être introduit à l'intérieur d'une cellule. Alors, je dois dire que ce génome, c'est pas n'importe lequel. Hein, c'est le génome de Mycoplasma capricolum. Non, c'est le génome de Mycoides qui a été synthétisé et qui a été introduit. Et c'est ça le. Donc c'est un génome. C'est un génome naturel, c'est pas n'importe quel génome, c'est un génome d'un organisme vivant, sauf qu'il a été synthétisé chimiquement et qui est introduit dans une cellule d'un autre organisme par tout un tas de mécanismes que je ne détaille pas. Ce qui a été parfaitement montré, c'est qu'à la fin, on a des organismes qui contiennent exclusivement le génome synthétique. Et donc c'est ça la grande découverte de ce travail, c'est qu'on peut introduire un génome synthétique à l'intérieur d'un organisme et de remplacer son génome par le génome synthétique. Alors, ceci est appelé cellule synthétique, mais à nouveau, vous comprenez bien qu'elle n'est pas tout à fait synthétique dans le sens où tout ne vient pas de la synthèse, puisque c'est un organisme récepteur, donc le seul changement, c'est le génome. Mais ce qui permet de parler quand même de cellules synthétiques, c'est que l'analyse du protéome qui vient de cette nouvelle cellule montre parfaitement bien que c'est un protéome qui correspond au génome synthétique et à rien d'autre. Donc on a véritablement transformé
cette cellule de façon extrêmement, évidemment, forte, par création, finalement, d'une nouvelle cellule qui combine une partie de la cellule réceptrice et une partie très évidemment majeure de la cellule donneuse, enfin de son génome. Bon, je ne rentre pas dans le détail pourquoi tout ça a pu se faire, en particulier pourquoi cet ADN étranger n'a pas été coupé par des enzymes de restriction, si vous voulez en discuter, mais c'est un aspect purement technique. Bon, à partir de cette formidable avancée, qui est qu'on peut en effet synthétiser un génome, l'introduire au sein d'une bactérie et créer une nouvelle cellule, évidemment, on peut se dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut introduire à l'intérieur d'une bactérie un génome, pas uniquement un génome naturel, mais un génome totalement nouveau. Alors, voilà différentes possibilités. Donc, on peut synthétiser chimiquement un génome et le transplanter dans une cellule hôte, et on a donc une nouvelle bactérie. Ce génome, comme je l'ai dit, il peut venir, sa séquence peut être rigoureusement identique à celle d'un génome qui existe, ou peut être une invention totale. Ça ouvre la possibilité de se poser la question de quel est le génome minimal. Jusqu'à quel degré on peut, évidemment ça c'est une question fascinante, quelle est la cellule minimale, celle qui contient le minimum de gènes et qui peut vivre, et qui peut proliférer et vivre. Et donc la question c'est comment on peut réduire ce génome à un génome minimal qui en même temps nous ramènera peut-être à ce qu'on appelle la protocellule, c'est-à-dire la première cellule à l'origine de la vie. Et en même temps, sur le plan biotechnologique, y compris industriel, c'est intéressant de savoir quel est quel est le génome minimal dont on a besoin, et donc, par conséquent, quel est le protéome minimal dont on a besoin. À partir de là, on peut imaginer que, maîtrisant cette cellule minimale, on peut rajouter des parties génomiques pour faire des ajouts métaboliques, pour faire des ajouts biosynthétiques à la cellule minimale. D'autres idées, c'est que pour le moment, ces génomes sont construits sur des acides nucléiques naturels, bien sûr, qui s'appuient sur les 4 bases de l'ADN que vous connaissez, et qui permettent donc de faire la synthèse de l'ADN, de l'ARN, donc c'est les fameuses paires ATGC. Mais l'idée, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas étendre, et j'en dirai des choses plus précises tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas étendre ce génome avec des bases non naturelles? Et donc là, est-ce qu'on peut aller vers des génomes dans lesquels le support de l'information génétique ne serait pas uniquement AT et GC? Et puis, un dernier aspect, c'est une cellule qui est modifiée par la chimie, c'est-à-dire pas simplement par des ajouts métaboliques ou par des ajouts d'acides nucléiques non naturels, etc. Mais est-ce qu'on peut partir de cellules utiles pour la microbiologie industrielle et introduire des systèmes chimiques qui confèrent à ces cellules des propriétés particulières de production de molécules, par exemple. Il y a eu des tentatives pour regarder ce que c'est que ce génome minimal. Vous voyez ici, dans ce travail, Science 1999, il y a eu, à partir de Mycoplasma genitalium, qui a un petit génome. Ce travail a conduit à identifier, à aller au minimum à quelque chose comme 300 gènes. Bon, est-ce que 300 gènes
est le génome minimal. Est-ce qu'on peut descendre en dessous? Bon, moi je n'ai pas la compétence pour discuter de cela, mais je veux ici vous faire part du fait qu'en effet, il y a des recherches sur ce génome minimal, et ça c'est vraiment une question tout à fait intéressante, et y compris pour le chimiste. Qu'est-ce que, évidemment, ces gènes codent pour tout un tas de molécules, et y compris des systèmes enzymatiques? Quelle est la chimie minimale qu'il doit y avoir dans un système vivant en termes de voies métaboliques, de voies biosynthétiques, de systèmes enzymatiques? Ça c'est évidemment quelque chose qui est très très intéressant. Et je lis cela. Évidemment, je traduis en anglais si vous voulez, une question importante qui est posée par la disponibilité des génomes aujourd'hui, c'est combien de gènes sont essentiels pour la vie. Nous sommes maintenant dans une situation qui permet de répondre d'attaquer ce problème en reposant la question de la façon suivante. En reposant la question qu'est-ce que la vie en termes génomiques, c'est-à-dire quel est le nombre minimal de gènes qui définit la vie. Je voudrais maintenant passer un peu de temps. Donc là, c'est des choses quand même très générales que je vous ai racontées. Je voudrais maintenant rentrer un peu plus dans des choses où la chimie joue et va jouer un rôle très très important, qui est cette question de construire des génomes avec des acides nucléiques non naturels. Alors ça c'est très large, mais en gros pour simplifier, c'est est-ce qu'à côté des paires AT-GC, je peux ajouter une paire XY ou plusieurs paires XY? Alors ici, bon, ce sont des choses que vous connaissez, c'est la structure en double hélice de l'ADN avec ses associations adénine, thymine, guanine, cytosine. Voilà les bases qui sont présentes dans l'ADN et qui sont associées, alors j'insiste parce que j'en discuterai un peu plus en détail, qui sont associées bord à bord grâce à des interactions faibles de type, en particulier, liaison hydrogène entre ce couple AT et de la même façon dans ce couple GC. Et donc la question, telle que je l'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut étendre donc le code génétique avec des paires de bases non naturelles? Et l'idée, c'est à la fin de créer un organisme qui de fait sera semi-synthétique, parce que, évidemment, comme ce sont des paires de bases non naturelles, elles ne sont pas produites par la cellule. Donc, avec tout un tas d'avantages. Évidemment, alors, vous voyez, ce type de projet qui est absolument fascinant pour moi, ce sont des projets qui sont intéressants parce que la science, enfin, ça pousse la science vers des choses tout à fait extraordinaires. Et en même temps, il faut aussi que ça serve un peu à quelque chose. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il y a un avantage à avoir un organisme qui a un génome contenant AT-GC et puis d'autres paires de bases. Alors, on pourrait dire qu'après 4 milliards d'années d'évolution, le monde vivant s'est limité à AT et GC et que probablement ça suffit largement à faire une vie, d'ailleurs c'est le cas, une vie stable. Donc on pourrait se demander pourquoi aller se poser des questions comme ça, mais en même temps, bon, voilà, la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage à avoir des organismes qui contiennent des paires XY? Donc potentiel accru de stockage de l'information génétique. Alors la réponse à la question que je pose, elle est là aussi, parce qu'on voit tout de suite tout un tas d'applications à la présence de paires de bases non naturelles. Le marquage, on peut faire du marquage spécifique des génomes et de reconnaissance donc des génomes. C'est un moyen de contrôler la prolifération et la dissémination des organismes et des micro-organismes génétiquement modifiés. Question extrêmement importante.
On peut construire évidemment des réseaux de transcription nouveaux, on peut introduire de nouvelles bases dans l'ARN et faire des nouveaux ribosymes, on peut produire peut-être et faire évoluer des protéines en utilisant des acides aminés non naturels. Donc il y a potentiellement des choses extrêmement riches à tirer de cela. Quand les acteurs de ce domaine se posent la question qu'est-ce qu'il faut introduire, qu'est-ce qu'on peut introduire comme paire XY et comment je vais vérifier qu'en effet ce sont des génomes viables, vous verrez dans la littérature que finalement il y a trois critères. Ce nouveau génome contenant des paires XY doit être capable de réplication, c'est-à-dire qu'effectivement on peut synthétiser de l'ADN en gardant en permanence ce génome qui contient la paire XY. Donc, au cours de la synthèse de l'ADN par une ADN polymérase, il faut qu'il y ait réplication. Le deuxième critère qui est parfois employé, c'est qu'on peut faire de l'amplification de l'ADN. C'est un peu la même chose, mais et ça, c'est des techniques de PCR, Polymerase Chain Reaction. Et puis, le troisième critère, c'est que ce génome, avec la paire XY, soit capable de transcription, c'est-à-dire qu'on est capable de transformer de l'ADN en ARN en combinant donc cet ADN avec de l'ARN polymérase. Et en gros, les tests que les gens font dans ces travaux, c'est, vous voyez, d'avoir donc une séquence ici qui contient une base nucléique non naturelle et qui, en présence de la polymérase, qu'elle soit ADN ou ARN, et en présence de l'ensemble des nucléotides naturels plus les nucléotides non naturels, est capable d'introduire en face de Y ou de X ici la base complémentaire telle qu'elle a été définie, ici XY. Alors, à ma connaissance, le premier travail dans cette histoire-là date de 1990. Vous voyez avec ces deux bases qui ont l'air de ressembler pas mal à ça, mais si vous faites attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Bon, la différence est relativement faible, mais néanmoins, ce sont deux bases qui n'existent pas dans les génomes aujourd'hui, dans les organismes vivants. Et le premier travail donc, a montré qu'il était possible, avec ces bases-là, de répliquer de l'ADN avec une certaine fidélité. Évidemment, je dois mentionner, mais je pense que Philippe discutera de cela, un magnifique travail en 2011 où ici c'est un travail qui a conduit à faire évoluer un génome vers une constitution un peu particulière où la thymine est remplacée par le chlorouracile. Et donc, vous voyez ici, dans le résumé de cet article, mais j'en dis quelques mots, je laisserai Philippe en parler. Donc, voilà, cet ADN qui a été construit, il est composé d'adénine, cytosine et guanine et de la base 5-chlorouracile. Et voilà, l'ADN de ces bactéries contient 90% de chlorodéoxyrudine, et puis ça peut descendre à 2% en fonction de certaines manipulations de l'organisme. Donc vous entendrez parler de ça. Donc c'est vraiment une avancée extrêmement importante dans cette histoire-là. Et je voudrais terminer en parlant un petit peu en détail d'un travail que j'ai trouvé absolument extraordinaire, de Floyd Romesberg, qui est à Scripps Research Institute, qui a démarré ce travail à la fin des années 90 et qui, vraiment dans ces derniers mois, dernières années,
a réussi vraiment des exploits en termes de création d'organismes possédant des bases non naturelles et capables de se répliquer et de transcrire son ADN. Oui, il démarre en 1999 et tout au long des années jusqu'à maintenant, il a été capable d'identifier cette paire de nucléotides, en tout cas cette paire de bases ici. Enfin, on peut appeler ça des bases, mais ça ne ressemble plus beaucoup à des bases. Mais ces assemblages, d'où ça sort? Ça sort d'un travail absolument colossal de criblage, d'abord dans un premier temps de 3600 paires de bases et de 6000 paires de bases non naturelles. À peu près 10 000 paires de bases non naturelles ont été imaginées, synthétisées et testées pour leur appariement. Et donc ensuite, alors vous voyez ici les interactions entre ces bases. Oh, excusez-moi, je ne devrais pas les appeler bases, mais je ne sais pas comment les appeler. D'ailleurs, elles ont des noms assez difficiles à prononcer. Alors, excusez-moi, je vais les appeler bases, hein, ça sera plus facile, ça fera référence aux bases nucléiques. Donc, ces deux bases, évidemment, interagissent de façon totalement différente des bases naturelles, puisque ici, ce sont à la fois des interactions hydrophobes et, comme vous allez le voir, aussi des empilements, stacking en anglais, des empilements qui assurent l'interaction entre ces deux bases. Il y a eu un travail de biologie structurale formidable. Il y a eu une première structure juste d'un duplex dans lequel vous avez ces deux bases. Et là, il y avait un problème parce que, évidemment, contrairement, vous voyez, à cette interaction bord à bord entre les bases naturelles, ici, on a un système vraiment d'empilement, hein, d'intercalation entre bases et empilement. Et ça, évidemment, à partir du moment où on voit ça, on se dit, bon, structurellement, ça ne va pas être adapté à être reconnu par les polymérases, enfin, ça va être très compliqué. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec de vrais problèmes d'efficacité et de fidélité de la réplication et de la transcription. Et puis la chose formidable, et c'était publié dans Nature Chemical Biology, c'est qu'on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus qu'il y avait un dialogue entre l'acide nucléique et la protéine, l'ADN polymérase, qui permettait de résoudre le problème. Donc, première structure aux rayons X, c'est celle de l'ADN polymérase avec un acide nucléique qui contient donc l'une des bases, enfin l'une des bases ici qui s'appelle DNAM, qui est présente, comme vous le voyez, dans la séquence. Et lorsque, au cours de la réplication, on ajoute en face donc, la base correspondante, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réarrangement tout à fait considérable d'une des hélices, ici l'hélice O, et l'interaction entre la protéine et l'acide nucléique conduit à une structure où, comme vous le voyez, il n'y a plus d'intercalation et il n'y a plus d'empilement. Et on voit les deux bases venir véritablement bord à bord en face. Et d'ailleurs ici, on voit les deux structures superposées, ce mouvement de l'ADN polymérase qui s'adapte à l'acide nucléique en présence de son substrat. Alors, évidemment, d'une certaine façon, c'est une grande chance que ça se passe comme ça. Ce n'était pas obligatoirement pensé, mais c'est une observation tout à fait intéressante. Ici, vous avez la structure de l'ADN polymérase avec des bases naturelles, celle-ci, DG, DC, ici. Et vous voyez à nouveau, ce qui est tout à fait connu, c'est que
l'organisation des bases nucléiques, en gros, est la même dans un duplex ou en association avec la polymérase. Donc il n'y a pas beaucoup de modifications de structure de cette paire de bases. Vous voyez, les distances sont constantes. Là, ce qui se passe avec cette paire de bases non naturelle, c'est que l'empilement qui posait un problème et qui était vu dans la première structure est empêché dans le complexe avec la polymérase. Et en dépit du fait qu'en effet, il n'y a pas de liaison hydrogène et que ce sont des interactions hydrophobes, normalement d'empilement, etc., qui favorisent l'association, la contrainte par la polymérase fait qu'on a aussi une structure bord à bord. Vous voyez, dans la polymérase, on a quelque chose avec des distances d'ailleurs entre les deux bases qui sont comparables à celles qu'on a dans le système naturel. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et évidemment, tout ça est dû au fait qu'il y a eu un travail considérable qui a duré longtemps pour l'obtention de structures cristallographiques de ce type-là, qui est un outil absolument majeur. Voilà. Et puis, dernière étape, des structures aux rayons X ont été, enfin des structures donc, tridimensionnelles ont été obtenues de l'ADN polymérase après obtention, après polymérisation, c'est-à-dire après formation, enfin introduction de la deuxième base ici. Et là, ce qu'on observe à nouveau, c'est une fois que cette base a été fixée dans l'ADN qui se produit, à ce moment-là, on voit des structures de type intercalante. Donc, cet aspect essentiel de présence de bases nucléiques bord à bord, c'est dans cette étape intermédiaire absolument essentielle où le nucléotide substrat arrive dans la poche de l'ADN polymérase en présence de l'acide nucléique correspondant. Voilà, à partir de là, c'est un mécanisme complexe qui permet d'expliquer pourquoi cette paire de bases, en effet, est capable de reconnaissance mutuelle et de polymérisation, donc de réplication de l'ADN. Donc vous voyez l'acide nucléique contenant une base non naturelle, arrivée de la base correspondante en face. À ce moment-là, la fermeture de l'hélice O de l'ADN polymérase, donc fixation de cette base qui vient d'arriver. Et là, il y a tout un tas d'intermédiaires où vous avez de l'intercalation, de l'empilement. Et ensuite, vous avez, la chaîne s'allonge avec là des nucléotides naturels qui arrivent et qui permettent de continuer la synthèse de l'ADN. Et en fait, cette formation-là de structures intercalées dépend pas mal de la séquence environnante. Alors ça peut être dans ce sens-là ou dans l'autre, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail. Bon, donc à partir de 10 000 paires de bases, il y en a une qui a l'air de convenir et qui, en tout cas, interagit avec les enzymes pour faire de la réplication de l'ADN. Nature 2014, c'est peut-être l'aboutissement, un organisme vivant semi-synthétique. Et la question qui était posée, c'est que est-ce qu'on peut répliquer, est-ce qu'on peut avoir un organisme capable de répliquer un plasmide comportant une paire de bases non naturelles? Alors, ça devient plus... Là, tout ce que je vous ai montré avant, c'est de la chimie. Hein, on est dans des solutions où on a des enzymes, des petites molécules, des acides nucléiques, enfin, etc. Bon, là, on passe à l'échelle supérieure, ce sont des organismes vivants. Alors, évidemment, ces organismes vivants ne peuvent pas synthétiser ces nucléotides non naturels, donc il faut les donner dans le milieu de culture.
Donc il faut nourrir les cellules avec des nucléotides non naturels. Évidemment, ensuite, il faut que les polymérases reconnaissent ces nucléotides au sein d'un milieu extrêmement complexe. Et dernier point, il faut que ces génomes, il faut que l'organisme qui reçoit ces nucléotides non naturels ne les reconnaisse pas comme terriblement étrangers et ne mette pas en œuvre un processus de réparation pour s'en débarrasser. Vous voyez, c'est assez complexe. Alors, la première chose, c'est que Romesberg et son groupe a montré que ces nucléotides étaient capables de pénétrer dans la cellule, par exemple Escherichia coli, mais une bactérie modifiée, donc Romesberg et son groupe ont essayé des tas de transporteurs de triphosphate de nucléosides, donc de nucléotides, et puis ils en ont trouvé un qui est issu de cette algue introduite dans Escherichia coli, et ceci permet à Escherichia coli d'incorporer ces nucléosides triphosphate. Ici, vous voyez dans le milieu les différents niveaux de triphosphate. Donc ça, c'est une base naturelle, et ça, c'est les deux bases non naturelles. Vous voyez que dans le milieu de culture, il y a pas mal de déphosphorylation, mais il y a encore un gros paquet de triphosphate. Et dans le cytoplasme, eh bien, évidemment, vous avez une perte de ces triphosphates parce que vous avez des phosphatases. Donc, en effet, les molécules sont rentrées, puisque vous les voyez dans leurs différents niveaux de phosphorylation, mais à cause des phosphatases, vous voyez que l'état triphosphate est faible, mais néanmoins, il est suffisant pour qu'il puisse être incorporé dans un ADN en synthèse. Voilà, j'en termine là. Le résultat, c'est ce qu'a montré Romesberg, c'est-à-dire qu'il est en effet possible de prendre une bactérie, Escherichia coli, ici en noir, contenant un plasmide ici qui est en particulier là pour exprimer les transporteurs de nucléosides triphosphate, et un génome, qui est celui qui nous intéresse, qui contient la paire de bases non naturelles. Cette bactérie peut pousser et le plasmide donc, se multiplier, le plasmide peut être amplifié, et puis quand on récupère ce plasmide, on s'aperçoit qu'en effet, tous les plasmides contiennent une base par plasmide, comme à l'origine, et donc il y a eu une réplication d'un génome contenant une paire de bases non naturelles qui s'est effectuée avec une fidélité plus grande que 99%, avec un taux d'erreur de 10-3 qui est tout à fait raisonnable, qui n'est pas très éloigné des taux d'erreur de la réplication de l'ADN naturel. Et il y a quelques remplacements de la base XY par AT. Donc, véritablement, c'est un exploit de mon point de vue. Voilà, ça montre que ceci est probablement le premier organisme capable de répliquer l'ADN avec 6 bases. Évidemment, on peut discuter de ce qu'on peut faire à partir de ce type d'organisme. Mais je voulais vous montrer ici, et j'en termine là, je voulais vous montrer les tout derniers développements en matière de manipulation des génomes. Et je suis très heureux de penser qu'on va continuer un petit peu avec Philippe Marlière pour parler de ces aspects-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.